tout le monde. Une tribune publiée dans Le Monde il y a quelques jours s'intitule « Recherche clinique à l'IHU de Marseille ». Ouvrez les guillemets, en l'absence de réaction des institutions, les graves manquements constatés pourraient devenir la norme. Une tribune signée par 16 sociétés savantes, que je vous lirai à la fin de cette vidéo, pour que vous puissiez voir de quoi il est question. Et je reçois en entretien exclusif, en exclusivité, Mathieu Molimar, qui a coordonné cette tribune, qui est un chercheur, un médecin, prof d'université, avec un pédigré assez conséquent, c'est pas n'importe qui, lui non plus, qui est allé sur les médias, parler un peu, mais qui a eu beaucoup moins de succès médiatique que Didier Raoult. Et on va parler de ça, on va parler de cette tribune, pourquoi est-ce qu'elle existe, pourquoi elle arrive maintenant, qui l'a signée, comment on l'a construite, pourquoi est-ce que beaucoup de gens considèrent que c'est assez grave comme situation pour s'exprimer publiquement là-dessus, et ce qu'on peut espérer maintenant des autorités, des institutions, sur l'avenir de la médecine française et de l'IHU Méditerranée Infection. Voilà, je laisse la parole à Mathieu Molimar, et juste après, je vous lirai la tribune, comme ça vous saurez exactement ce qui a été dit à l'intérieur. Donc, docteur Mathieu Molimar, alors je lis ma fiche. Vous êtes chef de service pharmacologie au CHU de Bordeaux, pharmacologue, clinicien et pneumologue. Vous êtes président honoraire du Collège national de pharmacologie médicale et membre du conseil d'administration de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Donc en gros, le médicament, c'est votre métier. Absolument, j'ai fait une formation de clinicien, d'internat, clinica de pneumologie, et en parallèle un doctorat en pharmacologie. Donc et j'ai évolué comme maître de conférence, puis professeur des universités en pharmacologie, et j'enseigne le médicament en faculté de médecine. Voilà, donc le médicament, c'est pas n'importe quoi. Il y a plein de choses à savoir sur ce que c'est, comment ça se construit, etc. Évidemment, la crise du Covid nous a donné un exemple de médicaments qu'on propose au grand public dans des conditions qui ne sont pas forcément pertinentes. Et vous arrivez, c'était quand? C'était il y a quelques jours, je n'ai pas noté la date, mais c'était la semaine dernière, une tribune dans Le Monde, dont vous êtes l'un des signataires, l'un des principaux signataires. J'aimerais que vous nous expliquiez comment cette tribune a été construite. Ça sort d'où? J'ai coordonné la réalisation de cette tribune. Ce qui est important de dire, c'est que les noms des signataires n'ont que peu d'importance. Ce sont des sociétés savantes qui ont signé, c'est-à-dire que ça a été approuvé par leur conseil d'administration, et il fallait donner un porte-nom pour chaque société savante, mais qui ne sont là que représentant l'ensemble de leur société savante. Donc c'est pas seulement 16 signataires plus 2, c'est 16 sociétés savantes qui représentent des dizaines de milliers de professionnels de santé et de médecins. Donc, c'est pas quelques melons qui se mélangent les uns contre les autres, quoi. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui ont validé le texte, ou c'est plus... De manière indirecte, par le biais de leur conseil d'administration, les sociétés savantes sont regroupent des milliers. En cardiologie, c'est quelques milliers. En pharmacologie, on est moins nombreux, on est 400. Mais on élit nos conseils d'administration, et nos conseils d'administration ont validé le fait d'écrire cette tribune et ont participé à la rédaction de cette tribune. Et voilà, donc ça s'est décidé durant le mois de mai. Il a fallu un bon mois pour écrire cette tribune, parce que vous imaginez faire se mettre d'accord 16 sociétés savantes qui contiennent chacune 10 membres du conseil d'administration qui vont chacun faire leur petite modification de la tribune. On arrive à un document consensuel, mais qui met un peu de temps à être construit. Mais qui engage la responsabilité des signataires en tant que représentants de leur profession. Donc c'est du très sérieux, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette tribune, en quelques phrases? Je pense que le texte, je vais le lire après, les gens pourront l'entendre, mais déjà, en résumé, c'est quoi le message? Cette tribune s'élève contre le fait que l'on ait découvert qu'il y avait une publication en préprint d'une étude que l'on peut qualifier de recherche sauvage, faite sur 30 000 patients à qui on a administré de manière systématique de l'hydroxychloroquine, et pendant une période bien au-delà de la période où on avait la preuve que l'hydroxychloroquine était non seulement inefficace, mais dangereuse. En fait, les auteurs présentent ça comme une étude rétrospective, alors que c'est une étude qui est construite depuis le début comme une étude de recherche sur le médicament. Ils disent que c'est de la prescription qui est hors autorisation sur le marché, et ça ne relève pas de la loi sur l'utilisation des médicaments hors de la mise sur le marché. Alors je vous explique qu'on a 3 manières de prescrire des médicaments. La première, quand on a une indication entière.
La deuxième, c'est dans le cadre de la recherche. Et à ce moment-là, il y a des procédures avec des autorisations par des comités de protection de personnes, des autorisations par l'Agence du médicament qui sont extérieures à celui qui fait la recherche. Et la troisième peut être effectivement la prescription hors autorisation de mise sur le marché, mais qui est ponctuelle, exceptionnelle, dans l'intérêt du patient et sur les données de la science. Et ces trois éléments n'étaient pas concernés puisque c'était systématique pour tous les patients, quels que soient les symptômes. Donc même 20 ans sans symptômes, on avait le droit à l'hydroxychloroquine, on ne peut pas dire que c'est dans l'intérêt du patient. Et les données de la science depuis l'été 2020 montrent que non seulement l'hydroxychloroquine est inefficace, mais qu'elle induit un surrisque et une surmortalité de 11% en plus par rapport à ne pas en donner chez les patients qui sont hospitalisés. J'ai entendu Didier Raoult dire il faut être fou pour croire que la chloroquine tue 10% des gens. Il le dit comme Alors ça, ça, lui, et c'est pas comme ça que vous le dites vous. Est-ce qu'il comprend pas absolument. ce que vous dites? Est-ce qu'il est bête? Ou est-ce qu'il le manipule? Ou est-ce qu'il se passe autre chose que je ne comprends pas? Je peux pas dire quant à ses intentions, soit il n'a pas compris ce que l'on exprimait, soit il a déformé ce que l'on exprimait, mais on a bien dit 10% de plus de mortalité par rapport à ce qu'on observe de base, c'est pas 10% dans l'absolu, ce qui serait absolument énorme Bien sûr. et impensable, mais 10% de plus, ça représente en France, sur la première vague, environ 100 à 200 morts. Ok. Et j'ai vu passer une étude qui parlait de entre 9 et 10 000 morts dans 8 pays attribués à la chloroquine. Ça, c'est des chiffres sérieux? Alors, ces chiffres-là sont basés sur une modélisation qui va être représentée et mise à jour lors du prochain congrès de la Société française de pharmacologie et thérapeutique, mercredi prochain, qui va avoir lieu à Limoges, et j'espère que ça sera en vidéo disponible. En fait, c'est de l'ordre de 16 000 patients, je dévoile un peu les choses, 16 000 patients qui sont décédés. En fait, ils ont pris la surmortalité qui est issue des études où on tire au sort les patients. Il y a 11% de plus de morts, et ils ont appliqué ça au nombre de patients qui ont été traités par hydroxychloroquine en hospitalisation dans les différents pays du monde, et on arrive à un chiffre sur seulement la première vague de plus 16 000 décès, en sachant que il va être présenté d'autres données sur les données observationnelles, et ce ne sont que des chiffres qui sont une estimation sur l'hospitalisation. On ne compte pas les morts qu'il peut y avoir en extérieur, hein, les gens qui ne sont pas hospitalisés. Et les morts indirectes, parce qu'il y a des gens qui sont morts directement liés aux troubles du rythme cardiaque qui sont induits par l'hydroxychloroquine sur un cœur fragilisé par la Covid, Oui. et où il y a le potassium qui a baissé dans le sang qui favorise les troubles du rythme cardiaque. L'hydroxychloroquine là, peut donner des troubles du rythme cardiaque, surtout si on l'associe avec l'azithromycine, qui est un des antibiotiques qui donne le plus de troubles du rythme cardiaque. Donc ces quatre éléments, cœur fragile, baisse du potassium, hydroxychloroquine, azithromycine, et ben, ça fait des morts directes. Et les morts indirects sont les gens qui ont cru en la potion magique, que donc il n'y avait pas besoin de se protéger tant que ça du Covid, puisqu'on avait un traitement qui sauve, pas besoin de se faire vacciner. Et le pire des exemples, et malheureusement le plus connu, c'est les frères Oui, Bogdanov. qui se fiait beaucoup à M. Raoult. La réaction de Didier Raoult à la tribune a été de dire que c'est un texte d'imbécile, a refusé de vous parler lorsqu'il a été interviewé sur BFM par Brice Toussaint. Vous étiez pas sur le plateau à ce moment-là ou... Ouais, Non, je n'étais pas sur le plateau, j'avais non, été interviewé la veille d'accord. par... Donc il voulait repasser un extrait, Est-ce que et je il me voulait... peux avoir... Est-ce que vous voulez bien réagir à ça ou c'est complètement hors champ? Mais parce que moi, enfin, par rapport au public, la personnalité du personnage compte beaucoup dans tout ce qui se passe. Euh, Comment vous réagissez à la manière dont on lui réagit à la tribune et qu'est-ce que vous pouvez espérer de sa part maintenant? Bah, la démarche scientifique ne passe pas par l'invective et l'insulte, mais par l'argumentation scientifique. Donc je n'ai pas réussi à avoir une argument scientifique faite avec cette équipe. Il est vrai qu'ils sont partis sur une démarche qui, à la base, n'est pas très scientifique. Quand on fait un développement de médicaments, ou qu'on travaille sur le médicament, ou qu'on fait de la recherche, on part d'une hypothèse. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être efficace? Eh ben, on va tester cette hypothèse, la torturer quelque part pour voir si elle résiste à nos tests. Et donc, on va mettre l'hydroxychloroquine par rapport à ne pas donner l'hydroxychloroquine et voir si ça se comporte mieux. Et puis, on va faire tout un tas de tests pour arriver à la conclusion, ben oui, effectivement, notre hypothèse était la bonne. Là, on n'est pas parti dans cette démarche, ou ils ne sont pas partis dans cette démarche, ils sont partis dans une démarche de certitude. L'hydroxychloroquine fonctionne. Et tout ce qui va dans le sens inverse est faux.
C'est ainsi que l'étude Gautrey, qui est la première qui a mis le feu aux poudres, eh bien, les données des patients qui étaient à Nice, qui n'étaient pas très satisfaisantes, puisque quand ils n'allaient pas dans le sens d'une efficacité de l'hydroxychloroquine, eh bien, les patients qui étaient à Nice, qui ont été considérés comme positifs à Nice, alors que le même prélèvement fait à Marseille, la même analyse en PCR aurait révélé qu'ils étaient négatifs. Donc en fait, on a distordu les faits pour arriver à la conclusion fausse que l'hydroxychloroquine était efficace. Et c'est ainsi partout. Et dans cette étude sur 30 000 patients qui n'a pas respecté les règles éthiques puisqu'on n'a pas fait des dépositions de recherche autorisées, il conclut que l'hydroxychloroquine est efficace parce que quand je donne de l'hydroxychloroquine aux patients et que je compare aux patients à qui je n'ai pas donné l'hydroxychloroquine, qui sont par définition ceux qui ne pouvaient pas en recevoir puisque je leur donnais à tout le monde, donc il y avait des contre-indications parce qu'ils avaient déjà des troubles du rythme cardiaque, qu'ils étaient trop âgés, qu'ils avaient des maladies, et bien effectivement, quand on est jeune, en bonne santé, à qui on donne de l'hydroxychloroquine, on a plus de chances de survivre longtemps que si on est vieux avec un problème cardiaque à qui on ne peut pas donner l'hydroxychloroquine. Donc on ne peut en aucun cas conclure que l'hydroxychloroquine a fait quoi que ce soit, mais ça ne les empêche pas de conclure. Donc on est plus dans la croyance, on est dans l'affirmation, mais on n'est pas dans une démarche scientifique. Alors après, on peut se faire traiter d'imbécile parce qu'on ne rentre pas dans la croyance, mais ça, c'est hors du champ de la science. Au-delà de la croyance que vous décrivez avec les PCR, où on a traité de manière différente les individus de différentes villes, alors que les analyses étaient faites au même endroit, donc il n'y avait aucune raison d'avoir cette différence. Non, ce n'est pas au endroit. Elles étaient faites à Marseille ou elles étaient faites à Nice et les résultats n'étaient pas exprimés de la même manière et les seuils n'étaient pas considérés de la même manière, Oui. d'après le rapport IGAS. Est-ce que ça, c'est de la fraude? Le fait d'avoir changé des données, de faire disparaître des patients, c'est de la fraude. Oui. Donc bon, ça, alors, Ça a été affirmé dans le rapport IGAS, ça a été repris dans une étude de Mediapart, ça a été repris également dans Complément d'enquête, où on a vu les changements qui avaient été faits. ok. Oui, c'est de la fraude Bon, non, scientifique. ça, moi, je vais. Normalement, je reçois Damien Barrault pour parler du papier Gautret et al. Et du papier que lui a sorti, enfin, que lui a contribué à sortir, qui demande la rétractation de ce papier. Donc, je verrai ça avec lui. Mais déjà, votre avis, c'est que ce papier, il relève d'une science frauduleuse. Bon, Alors, je suis co-signataire de ce papier avec Damien d'accord. Barrault, hein, Oui. C'est un peu toujours les et mêmes ce personnes quand même. Hein. Vous avez, est-ce que vous avez un conflit d'intérêt? Tiens, Alors, d'abord, on ne déclare jamais les conflits d'intérêts. C'est à les vous de liens. me dire si j'ai des conflits Oui, c'est d'intérêts. vrai. On déclare ces liens d'intérêt. C'est vraiment une notion importante. Donc, en tant que pharmacologue, je travaille avec l'industrie pharmaceutique, mais je me suis fait un honneur à ne jamais toucher ou ne pas toucher d'argent directement de l'industrie pharmaceutique. Je suis employé de l'Université de Bordeaux. Et donc, je vais faire des fois des expertises qui permettent d'aider à développer des médicaments chez des industriels, mais ces financements sont payés à mon employeur, comme quand on travaille chez Airbus, et ben on va éventuellement avoir des prestations ou aller participer à des enquêtes accidents et on ne touche pas directement à titre personnel de l'argent. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Et il y a une déclaration des liens d'intérêt qui est publique, hein, qui est sur le site de l'ANSM, qu'on peut avoir une déclaration de lien d'intérêt. En tout cas, je n'ai pas de lien d'intérêt avec les fabricants de vaccins. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'hydroxychloroquine et les médicaments. J'ai travaillé une fois, il y a 10 ans, ou très longtemps, sur un anticancéreux où j'ai participé à une réunion pour développer un anticancéreux qui était fait par le laboratoire Pfizer. Voilà, mais une réunion ou deux réunions, mais certainement pas un lien d'intérêt avec les vaccins ou les médicaments. N'en déplaise à ceux qui voudraient nous faire taire, qui vous lancent ça à la figure. C'est assez facile, mais bon. Faut pas rentrer dans ce débat-là. Je pense que ce qui est important, c'est ce que disent les gens. Il faut déclarer ces liens d'intérêt. Ils sont parfaitement transparents et clairs. Voilà, maintenant, c'est pas le sujet. Le Bah, sujet, c'est c'est pas le sujet, est-ce mais le que fait est que, comme comme c'est un argument beaucoup agité de leur côté, on est obligé d'expliquer aux gens ce que c'est qu'un lien d'intérêt. Donc, merci de l'avoir Alors, fait. les liens que j'ai déclarés, mais mon plus fort des liens d'intérêt, c'est malgré tout, j'ai des liens d'intérêt, mais les liens d'intérêt ne sont pas que des liens d'intérêt financiers. Il faut bien avoir les liens d'intérêt, peuvent être des liens d'intérêt d'amitié, de Oui. reconnaissance, et on peut avoir beaucoup de liens d'intérêt.
À vous de dire après si le fait que j'ai depuis 3 ans travaillé sur la Covid et sur l'efficacité des médicaments et l'inefficacité de l'hydroxychloroquine peut être considéré comme un conflit d'intérêts, parce que c'est assez difficile de se dédire quelque part. Quand on a toujours exprimé un point de vue, Oui, ça peut contribuer à une position et on voit les gens avec cet éclairage-là. mais une fois Et que tous ça, les experts qui ont travaillé sur le sujet sont exprimés, si on dit qu'ils ont des liens, il reste plus que les non-experts. Je préfère que ceux qui ont participé s'expriment, même si on doit se rappeler qu'attention, chacun peut être un peu biaisé. Est-ce qu'il y a eu, parce que là on est en 2023, depuis 2020, est-ce qu'il y a eu des échanges avec les équipes de l'IHU? Moi, on n'est pas dans les coulisses de notre côté, on ne sait pas comment ça se passe. On a eu l'impression que dans les médias, c'était Raoult partout, que du côté des sceptiques, des vulgarisateurs comme nous, petit niveau, on a pris un peu de temps, puis après on s'est aligné sur la science, et donc on a critiqué, qu'il y avait un grand vide, que personne ne s'est exprimé à l'IHU à part Didier Raoult, il y avait vraiment une parole autour, c'était garde à vous. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a eu des dissensions? Est-ce qu'il y a des débats au sein de l'IHU? Ou est-ce que il faut parler comme le chef uniquement? ah, ça, j'en sais pas, parce que Mais je est-ce que suis vous avez eu jamais. des débats avec des gens de l'équipe où vous vous êtes rendu compte que tout le monde n'était pas d'accord et qu'on pouvait discuter? Ou est-ce que c'est porte Alors, close? les gens de l'IHU, je connais une seule personne qui a une position parfaitement claire et parfaitement scientifique, qui est Xavier de Lamballerie, qui est quelqu'un qui est remarquable, qui a fait les études sur l'hydroxychloroquine, notamment, il a participé aux études sur l'animal et sur les cellules humaines, et qui a montré que ça n'était pas efficace dès le mois de juillet 2020. Donc, et il travaille à l'IHU. Je ne suis pas sûr que ses relations avec l'équipe elle-même du professeur Raoul soient au beau fixe, mais je ne suis pas dans les... Là encore, je ne connais pas les relations internes au sein de cette IHU. Moi, ce que je vois, c'est que depuis mars 2020, on exprime le fait que l'hydroxychloroquine est susceptible d'être dangereuse et le réseau des centres de pharmacovigilance a émis des précautions qui nécessitent de faire un électrocardiogramme avant, mesurer le potassium, refaire un électrocardiogramme 4 heures après avoir mis l'hydroxychloroquine pour s'assurer qu'on n'a pas de risque de troubles du rythme cardiaque, que ces recommandations ont été rendues publiques dès mars 2020, parce qu'on avait ces craintes que dès fin mars 2020, on avait déjà les premiers morts avec des troubles du rythme cardiaque, et là encore, ça va être exposé à notre congrès de pharmacologie. Et que en 5 semaines en France de prescription d'hydroxychloroquine, on a eu plus de 120 déclarations d'événements indésirables graves avec 8 arrêts cardiaques, donc 4 qu'on n'a pas récupérés. Donc 4 morts déclarés en pharmacovigilance, ce qui veut dire que c'est la partie immergée de l'iceberg, parce que quelqu'un qui meurt du Covid sous l'hydroxychloroquine, on ne pense pas forcément que c'est lié à l'hydroxychloroquine si on ne fait pas l'électrocardiogramme au moment du décès. Donc, il y a déjà eu des morts très rapidement. L'efficacité, l'absence d'efficacité de l'hydroxychloroquine, on le sait depuis le début. En tant que pharmacologue, on a crié dès mars comme quoi ça ne pouvait pas être efficace parce que les concentrations in vitro étaient trop élevées, 10-5 molaires. C'est quasiment inatteignable chez l'homme, Oui. surtout que c'est un produit qui a une... On peut rappeler que c'est une molécule qui marche beaucoup, beaucoup sur plein de choses in vitro, et dès qu'on passe à un modèle animal, en tout cas humain, ça marche plus. C'est un très bon antiviral in vitro à des concentrations astronomiques. Oui. Et ça marche, grosso modo, sur tous les virus, hein, que ce soit le Zika, etc., chikungunya et tout, ça marche. Mais chaque fois qu'on passe à l'homme, ça marche pas. Pire, sur le chikungunya, ça a aggravé les Oui, c'est patients. vrai. Donc, il n'est pas question d'aller donner un traitement, on sait que ça marche en plus à des concentrations astronomiques, je répète, 10-5 molaires, c'est inatteignable, ou en quelques jours, avec un médicament, avec ce profil de pharmacocinétique. Ce médicament avait peu de chances d'être efficace de base. Ensuite, c'est de la cellule de rein de singe. Alors la cellule de rein de singe n'a pas l'équipement enzymatique qui permet le même que celui de la cellule humaine, qui a une enzyme très spécifique qui s'appelle la TMPRSS2, sur lequel qui est nécessaire pour faire rentrer le virus. Il a été montré en juillet 2020 que sur la cellule humaine, l'hydroxychloroquine n'avait aucun effet. Et il a même été montré que sur cette cellule de rein de singe sur laquelle on mettait cette enzyme, TRMPSS2, à ce moment-là, l'hydroxychloroquine perdait son effet. Donc même in vitro, le modèle était mauvais. Et Oui. quand on regardait sur un bon modèle, ça ne fonctionnait pas. Et en clinique, on ne pouvait pas avoir espéré l'efficacité vu les concentrations. Et oublier de dire que le 3 mars 2020, c'est-à-dire avant tout le grand raout sur l'utilisation d'hydroxychloroquine, c'était formidable, ça traitait tout. Un premier essai avec tirage au sort chinois avait été publié
avec 30 patients avec l'hydroxychloroquine, 30 patients sans hydroxychloroquine, et aucun effet sur la décroissance virale. Donc dès le début mars, un petit peu de biblio permettait de savoir qu'il n'y avait pas d'efficacité antivirale, même Pourtant, chez l'homme. Didier Raoult disait que les Chinois avaient bien travaillé, avaient démontré. C'est en février-mars. Il le dit. Bon, Alors, c'est en mars, février-mars, à propos d'une conférence qu'il y a eu sur la chloroquine, où il y a eu un discours d'experts qui disait que ça pouvait marcher, sauf qu'il n'a pas fait une bibliographie correcte, puisque à ce moment-là, il aurait retrouvé une publication à l'université de Shanghai qui montrait que, avec tirage au sort, l'hydroxychloroquine n'était pas efficace. Quand on est dans une croyance, on part avec des œillères et on ne ouais. veut pas voir ce qui ne va pas dans la direction, qui ne va pas dans le bon sens. La réponse de Didier Raoult, c'est dire le seul essai sauvage, c'est la vaccination. Ça m'a un petit peu coupé la chic, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on peut... Vous êtes expert des médicaments, les vaccins, ça rentre dans les médicaments. Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est une défense qui se tient? Est-ce qu'il a raison de dire, on s'en prend à moi, mais il y a quand même eu pire à côté? Alors d'abord, c'est une défense qui... C'est pas parce que Oui, c'est une mauvaise défense, la bon double déjà, faute. mais peu importe. C'est là encore un mensonge éhonté qui reprend des discours anti-vax sur une notion qui est la notion d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. C'est une notion qui a été déformée par les anti-vax. L'AMM conditionnelle, c'est une AMM, une autorisation de mise sur le marché pleine et entière au sens de, pour l'autorisation de mise sur le marché, on a besoin de démontrer la qualité du produit, son efficacité et sa sécurité. Ces trois éléments sont indispensables pour avoir une AMM et ont été démontrés dans les études de phase 3 sur 30 000 patients. C'est assez rare de faire des essais aussi gros, hein. 30 000 patients sur lesquels on a démontré qu'on avait une réduction de 95% de la malchance de faire une infection. Et l'AMM a donc été donnée sur cette base, mais dans les études était prévu d'étudier plus d'un an après l'effet de l'injection de rappel à un an et donc avoir des résultats au-delà d'un an. Donc, l'AMM a été donnée parce qu'on est dans une condition de pandémie, donc on n'allait pas attendre 2 ans, sachant qu'on s'était efficace et que ça diminuait les infections de manière importante. On n'allait pas attendre 2 ans pour se dire on va compter combien de morts on a pour avoir cette efficacité. Donc, on a donné cette autorisation de mise sur le marché sur la base de ça réduit les hospitalisations et ça réduit les infections et les hospitalisations de manière importante avec les conditions de qualité et de sécurité, mais on veut vous revoir avec les résultats de l'injection dans un an pour voir est-ce qu'on maintient l'effet et comment ça se fait sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on dit c'est qu'une AMM conditionnelle, c'est-à-dire que c'est une AMM pleine et entière, conditionnée au fait qu'on va vous revoir. Et Et ils ont conclu que c'est une AMM qui n'est pas une AMM et qu'on est dans l'expérimentation parce qu'on est encore dans une phase 3. Oui, la phase 3 continue, mais vous savez, la phase 3, elle continue aussi pour le paracétamol. Il y a plein d'études de phase 3 qui sont encore avec du paracétamol. La vie d'un médicament, c'est une succession de phase 3 continue. D'accord. Donc, cette phrase de Didier Raoult qui dit que la vaccination est un essai sauvage, C'est un discours anti-vax. ouais, c'est ça. Ce qui est un peu embêtant, c'est quelque part, on voit dans cette... L'IHU a été constitué suite au risque du bioterrorisme sur cette base pour protéger la population française vis-à-vis du risque biologique infectieux. Et dans cette épidémie ou cette pandémie, il y a eu un succès malgré tout qui a été de recommander le dépistage et de promouvoir, de dépister et d'isoler. Ça, c'est un succès indéniable et une communication qui était parfaitement correcte. Par contre, tout le reste a été un échec complet en termes d'efficacité. Recommander l'hydroxychloroquine qui n'a aucune efficacité, qui est dangereux, et décrédibiliser le vaccin qui était un des rares traitements qui pouvait prévenir et qui a évité. Les estimations sont plusieurs dizaines de milliers de morts évitées en France grâce à la vaccination. Et encore, rien que sur les premières années de vaccination, on était à plus de 50 000 morts évitées. Comment on explique l'apparent silence de l'ordre des médecins Alors maintenant, les sociétés s'expriment maintenant dans cette tribune, mais enfin, ça arrive un peu tard de mon point de vue, et il y a beaucoup de gens qui disent, mais alors, nous, on avait Raoult qui parlait partout, c'est une sommité reconnue par les journalistes qui disent qu'il est très fort, et en face, il n'y avait personne, à part de trois journalistes, un Mandax qui n'y connaît rien, voilà. Comment ça se fait qu'il faut attendre 2023? Est-ce qu'il y a eu de la lâcheté pendant tout ce temps? Comment on explique pardon, que vous vous réveillez, pas vous, hein, mais qu'on a l'impression, voilà, maintenant qu'il y a Raoult, il est à la retraite, c'est bon,
on n'a plus peur, on peut le charger. Il y a des gens qui pensent ça. Comment on Alors là, je suis justifie? pas dans mon domaine d'expertise, hein. Mon domaine d'expertise, c'est la science, le médicament. Après, c'est que des avis et des opinions qui relèvent du café du Alors, commerce. votre opinion, votre analyse sur le fait que ça arrive maintenant, vous avez participé. Pourquoi ça n'est pas arrivé Alors, plus tôt? bon, c'est mon vécu et c'est mon analyse, mais c'est absolument pas une position scientifique, hein, j'insiste là-dessus. C'est vrai que on s'est exprimé. Je suis passé sur des mars, avril à dire attention au risque, c'est inefficace. J'ai aidé des journalistes à écrire des dossiers, etc. Manifestement, il était plus facile pour les journalistes de tendre le micro à quelqu'un qui disait ce que les gens voulaient entendre, hein, c'est-à-dire j'ai le traitement, vous inquiétez pas, dormez braves gens, ça va fonctionner, que quelqu'un qui disait ben non, je suis désolé, ben, faites attention, protégez-vous, c'est pas un discours très porteur. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là médiatique. Deuxième aspect, c'est vrai qu'il y avait une peur, et je dois l'affirmer que quand j'ai fait cette tribune et monté cette tribune, j'ai trois sociétés savantes qui ont refusé de signer. Une pour ne pas refaire de la publicité à nouveau sur cette équipe qui était déviante, et deux qui ont exprimé clairement leur peur. Leur peur parce que nous avons vécu toute opposition scientifique et discours scientifique se voyait taxé assez facilement d'un procès qui en diffamation, d'une attaque au niveau de l'ordre des médecins, etc. Donc des procédures bâillons auxquelles on n'est pas habitué dans un débat scientifique. Donc beaucoup de gens ont eu peur. Et même après avoir fait cette tribune, et c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il y ait des signataires individuels, parce que sinon j'aurais jamais eu ces signataires, et que c'était des sociétés qui devaient se mettre en avant pour pouvoir parler tout ensemble Mhm. et protéger ceux qui signaient quelque part. Malgré ça, certaines m'ont dit, eh ben, écoute, on signe, on est d'accord, 100%, on soutient à fond, mais on ne veut pas parler. Hein. On te laisse parler en d'autres noms. Hein. Donc, ce qui traduit un état vraiment délétère qui a été introduit, qui fait que ça a bâillonné les gens et bâillonné toute contestation scientifique. Par ailleurs, au niveau des autorités, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de réaction. Je crains malheureusement que les discours, notamment du président de la République à l'automne, c'est-à-dire en octobre, qui ont dit à ce moment-là, quand on savait que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace, quand on savait qu'il y avait un risque, quand on savait que les études qui avaient été faites n'étaient pas correctes, il n'avait pas forcément eu besoin de dire que c'était actuellement un grand scientifique. Il aurait pu dire que ça avait été un grand scientifique ou c'était un grand microbiologiste. Mais là, le fait d'avoir eu cette parole malheureuse, qui était peut-être pas intentionnelle, a eu des effets délétères majeurs, à savoir que ça a peut-être poussé des institutions à se dire, halte là, chasse gardée, on touche pas, on ne va pas critiquer, on ne va pas intervenir. On a fait deux enquêtes, j'ai participé à deux enquêtes de l'Express, il y a eu un article dans Mediapart, on a mis en évidence en fait que ce qu'on voit avec les 30 000 patients, c'est une organisation et un système qui est historique. Ça fait des dizaines d'années que les procédures éthiques ne sont pas respectées. Oui. Il y a des numéros de CPP qui sont utilisés pour 10 ou 20 études, il y a le même numéro d'autorisation alors que les études n'ont rien à voir, des comités d'éthique locales, c'est-à-dire d'amis qui vous disent oui, vous pouvez faire l'étude alors qu'il faudrait un comité indépendant. Bref, les procédures de protection des patients qui participent aux recherches ne sont pas garanties. Ça aboutit à quoi? Bah, ça aboutit à pas grand-chose. Si, quand même, une enquête, c'était déjà l'objectif, que l'IGAS se décide à y aller, que la NSM se décide à y aller, mais enfin, il a fallu du temps pour y aller, mais ils y sont allés. Il y a eu donc une saisie de la justice sur deux dossiers, a priori sur le dossier des prélèvements gynécologiques chez ses propres étudiants. Vous imaginez, moi, professeur de médecine, je ne vais pas demander à mes étudiants d'aller faire leurs prélèvements vaginaux et de me ramener les prélèvements. Comment est-ce qu'ils peuvent dire non? C'est pas éthique de demander ces choses-là. En tout cas, ça doit être jugé par quelqu'un indépendant, donc ça ne peut pas se faire, ça. De la même manière, on a entendu parler de la tuberculose avec des traitements qui n'étaient pas approuvés, qui ont fait prendre des risques et qui sont mal finis pour un pauvre jeune homme. Donc, il y a deux procédures là-dessus, deux juges d'instruction nommés en septembre, toujours pas de nouvelles depuis. Et donc, notre grande surprise, c'est que hier, la NSM a annoncé que, suite à la tribune, elle reconnaissait que c'était une étude du plus haut niveau de sécurité nécessaire, c'est-à-dire pour qu'on appelle RIPH1, pour lesquels il y a du médicament, il faut
faire une demande au comité de protection des personnes, il faut faire une demande à l'ANSM, il faut une assurance spécifique si jamais il y a un accident avec ce médicament pour que les patients puissent être indemnisés s'il y a un accident. Tout ça n'a pas été pris en compte, donc ça relève de la loi. C'est une recherche qui est illégale. Cette recherche est passible, selon les textes, de 15 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Après, la justice doit faire son cours. En tout cas, la NSM a saisi la justice. Maintenant, il faut une rétractation de l'article. Et là, quand vous me parliez de mensonges ou de déformation de la réalité, si vous allez regarder pourquoi cet article a été rétracté, il a été rétracté parce qu'il n'avait pas respecté les règles éthiques. Et donc, c'était une recherche illégale. Mais sur le site, quand vous allez chercher la rétractation, vous disiez que c'est rétracté pour refaire la méthodologie analytique. Ce qui, déjà, au point de vue scientifique, pose un problème parce que quand on a une méthode d'analyse, si elle sort pas ou si elle sort, on ne la change pas. Hein. On annonce a priori le type Oui. d'analyse qu'on va faire, on ne la fait pas, mais c'est mis en avant pour ne pas dire, bah oui, on a eu un problème, on n'a pas les autorisations nécessaires, donc cette étude est rétractée, qu'elle ne correspondait pas aux conditions de protection des personnes qui sont Mais, légales. mais je vous rappelle l'argument principal de Didier Raoult sur Twitter depuis 2 semaines. C'est nous les gentils, quand même, hein, c'est un argument fort. Et l'argument qui date depuis 2020, et ce sera ma dernière question, c'est-à-dire c'est de la médecine d'urgence. C'est une pandémie, on ne va pas aller demander l'autorisation un tel de soigner les gens. Nous, on fait le travail. Il y avait ces choses-là. On a appliqué le traitement qui marchait parce que nous, on voyait qu'il marchait. Et après coup, on a récupéré les données, les 30 000, et on les donne au monde. C'est comme ça qu'ils vendent. Et comme ça, chacun pourra juger. Et maintenant, vous, méchants, vous avez empêché que ces données soient publiées. Donc, personne ne pourra juger ce qui a été fait. Vous cherchez à empêcher les gens de voir que la chloroquine fonctionne en empêchant Didier Raoult de publier cette étude de 30 000 patients. En gros, hein, si je résume. Alors, vous savez, c'est dans une guerre ou dans une bataille, quelque part, c'est une forme de guerre. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit. Les militaires, s'ils se mettent à partir dans tous les sens et à ne pas respecter les règles et la méthode, ça va mal finir, vous allez perdre. Donc, s'il y a un moment où il faut respecter la méthode et les règles, c'est au moment des crises, c'est au moment des pandémies. Et si on avait respecté les règles, que on ne s'était pas dit on va traiter parce que ça marche, mais on va regarder si ça marche en tirant au sort 50 patients à qui on donne l'hydroxychloroquine, 50 patients à qui on ne donne pas l'hydroxychloroquine, on aurait su au bout d'un mois que l'hydroxychloroquine était inefficace même à Marseille. Ça aurait permis de réorienter la recherche vers d'autres traitements potentiellement efficaces, de tester d'autres hypothèses. Or là, on s'est focalisé là-dessus. On a eu ce traitement qui, l'on sait maintenant, complètement inefficace, mais il y a plus de 600 études qui ont été réalisées et parties dans cette impasse. Ouais. Donc ça a été une inhibition de la recherche. On a donc exposé 30 000 patients, donc 29 900 patients en trop par rapport à si on avait fait le tirage au sort à un traitement qui en fait est inefficace et dangereux, donc on a fait prendre des risques pour ces patients en trop. Et pire, ça a vraiment bloqué la recherche parce que quand on a voulu faire des protocoles pour tester d'autres voies Oui. thérapeutiques et d'autres médicaments, les patients refusaient, tellement il y avait eu de battage médiatique, de participer à ces recherches s'il n'y avait pas de bras hydroxychloroquine. Et c'est pour ça que même si on savait que l'hydroxychloroquine ne pouvait pas fonctionner, elle a été introduite dans les grands essais internationaux D'accord. parce qu'il y avait une demande des patients liée à la pression médiatique qui lui avait été mise. Donc en fait, ça a fait gaspiller du temps, des moyens, de l'argent et des chances de trouver un traitement. Alors c'est vrai que la probabilité de trouver un traitement antiviral était très faible. Vous savez, on n'a toujours pas trouvé de traitement antiviral très efficace sur la grippe. Après, malgré 70 ans de recherche, on a le pauvre Tamiflu qui fait gagner un jour de fièvre en moins. C'est rien, quoi. Les antiviraux, c'est difficile parce que ça doit rentrer sur votre mécanisme cellulaire à vous, à la différence des bactéries qui ont des structures différentes. Et Oui. donc, on peut taper sur une bactérie sans tuer nos cellules. Là, si on tape trop fort sur un virus, sur un mécanisme par lequel passe le virus, on risque de tuer nos propres cellules. Donc, c'est toxique. Donc, il faut trouver, c'est ce qu'on a fait avec le VIH, à bloquer des mécanismes spécifiques du virus, mais souvent à plusieurs endroits différents. Donc, ça prend du temps de développer des médicaments comme ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant, de manière constructive, autour de ce qu'on peut appeler un IHU Gate? Je ne sais pas si le terme est correct, mais qu'est-ce que vous espérez? Voilà, la NSM a dit qu'elle allait porter plainte, ça c'est le volet judiciaire. Est-ce qu'on peut souhaiter une restructuration de cette chose-là? Est-ce qu'il y a des leçons à retenir?
sur comment le monde de la santé est géré, organisé en France. Alors, bon, il faut dire que l'IHU est un très bel outil, hein. Vraiment, il y a des gens qui sont très bien, et c'est pas parce qu'il y a quelques dérives au niveau du management qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. On a la chance d'avoir un IHU d'infectiologie, avec malheureusement du fait du management beaucoup de gens qui sont partis, hein, qui ne pouvaient plus travailler dans ces conditions. Donc il faut peut-être rapatrier en changeant la gouvernance de cet IHU, mais c'est pas mon rôle. Là, je vais rester sur la politique, je ne vais pas dans le management. Donc, ce qu'il faut demander déjà, c'est que la science et les droits des patients soient rétablis et que tout ce qui a été déviance soit dénoncé. Alors ça passe par quoi? Ça passe par la rétractation de tous les articles qui ont inclus des patients de manière illégale, c'est-à-dire au-delà de mai 2020. Donc tous les articles ancillaires, parce qu'il y en a eu plus d'une vingtaine hein, d'articles sur cette cohorte illégale qui ont été faits, ces articles doivent être rétractés. Parce qu'on ne laisse pas publier les publications faites par des gens qui n'ont pas respecté la loi. Hein, Mais pardon, du coup, là, je fais une parenthèse. Ça peut donner l'impression aux gens que vous voulez une censure. Ces données, elles existent, elles ont été publiées. Alors, je comprends que d'un point de vue de la bibliométrie, ça pose des problèmes parce que du coup, des gens font carrière sur des papiers qui sont frauduleux ou qui posent des problèmes. Mais pour le citoyen qui a payé la recherche avec les données publiques, il dit, mais moi, je veux quand même que ces données, elles existent. C'est compliqué, non? j'ai pas dit qu'il fallait supprimer les données, Ah, j'ai dit qu'il fallait les rétracter. C'est une nuance. C'est-à-dire que quand on rétracte un papier, le papier reste visible avec une mention en rouge honte, si vous voulez, mhm. qui est rétracté. Ce papier n'est pas valide au point de vue scientifique. On ne peut pas l'analyser parce qu'il n'a pas respecté la loi quelque part et la sécurité, les conditions éthiques de sa juste réalisation. Donc, la rétractation d'un papier ne veut pas dire la disparition des radars. D'accord. De manière, plus rien ne disparaît avec Internet. Il suffit d'aller sur Web Archive, on retrouve tout ce qu'on veut. Donc, la rétractation est importante pour tous ces papiers parce qu'ils ne peuvent pas continuer à être prétendument être de la science puisqu'ils n'ont pas respecté les règles. Il faut de la même manière rétracter l'étude Gautret, la première étude qui est à l'origine de toute cette épidémie mondiale d'utilisation d'hydroxychloroquine qui est basée sur une étude frauduleuse. Ouais, ça, on va Donc en ça, parler sur la chaîne bientôt. voilà. Troisièmement, bah, il faut que la justice passe, qu'elle se fasse dans des conditions sereines. Et si on veut qu'elle soit dans des conditions sereines, peut-être qu'il faut dépayser ça, parce que est-ce que c'est serein quand c'est fait à Marseille, dans les conditions qui sont difficiles sur place? Je ne suis pas complètement convaincu. Quatrièmement, bah, il faut des sanctions parce qu'on ne fait pas des fraudes, on ne fait pas des recherches sans respecter le droit des patients de manière impunie. Donc, la nature des sanctions, c'est au juge de le définir. Est-ce qu'il faut des suspensions à titre conservatoire? Tout ça, c'est aux administrations de le définir et ça, ce n'est pas mon rôle. Voilà, donc il y a des actions qui sont indispensables. Il faut vraiment marquer que cela ne se fait pas. Vous savez, au-delà de la problématique de l'hydroxychloroquine, qui est maintenant un événement passé, ne pas réagir, ça ouvre des portes dramatiques. Parce que n'importe quel charlatan pourrait, s'il n'y avait pas de réaction, proposer à tous ces patients un traitement sans la moindre autorisation externe, et puis derrière vérifier, entre guillemets, si ça marche avec une méthode qui ne sera pas très bonne. Mais au-delà de ça, au-delà du charlatan, un industriel mal intentionné peut se frotter les mains que ça passe, puisque si je veux une extension d'indication de mes médicaments, ben c'est simple, il suffit, et elle peut être justifiée scientifiquement, plus la peine de faire tout un dossier avec une étude comparative qui me coûte très cher, je vais dire au médecin, ben prescrivez-le dans cette non-indication hors AMM, et puis après on collectera les données, on ira déposer un dossier d'autorisation de mise sur le marché avec ces données que vous aurez fournies, pas très cher, payées par l'assurance maladie, sans recherche, avec un niveau de preuve élevé. Oui. Là, on part sur une dérive qui est dramatique. Donc la méthode Raoult, elle est tout bénef pour les grands industriels si jamais elle devenait la règle. C'est clair, et c'est la fin de l'évidence-based médecine qui est ce qui nous a fait progresser dans les 50 dernières années dans le développement des médicaments. Bon, ben merci beaucoup d'avoir répondu présent et de parler là où beaucoup de gens, pour plein de raisons, n'ont pas envie parce que les conflits, c'est fatigant et c'est pas votre métier. Merci de le faire malgré tout. Et on se croisera à Limoges, parce que je viens faire une mini-conférence sur la zététique à l'invitation du congrès où vous serez également. Donc on se croisera là-bas.
plaisir. Et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Voici la lecture de la tribune collective. Certains essais cliniques menés pendant la pandémie de Covid-19 par l'IHU Méditerranée Infection n'ont pas respecté le cadre juridique, estiment plusieurs organisations médicales dans une tribune au Monde. Elles appellent les pouvoirs publics à réagir. La démonstration des effets thérapeutiques des médicaments chez l'homme répond à des normes éthiques et scientifiques construites depuis des décennies pour garantir la pertinence, la qualité, la fiabilité des études cliniques, tout en respectant les droits et la sécurité des personnes participant à la recherche. Cela implique notamment le consentement éclairé des participants, l'obtention préalable des autorisations par les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament, la transparence des méthodes et du recueil des données, la validation des résultats de manière indépendante et la prise en compte de la balance bénéfice-risque des traitements avant de valider leur indication. Nous, signataires de cette tribune, considérons que ces règles élémentaires ont été largement enfreintes, en particulier par certains biologistes et cliniciens de l'Institut hospitalier universitaire, IHU, Méditerranée Infection, notamment à l'occasion de la crise sanitaire. La prescription systématique aux patients atteints de Covid-19, quel que soit leur âge et leurs symptômes, de médicaments aussi variés que l'hydroxychloroquine, le zinc, l'ivermectine ou l'azithromycine, soit des ordonnances préimprimées, c'est d'abord effectué sans base pharmacologique solide et en l'absence de toute preuve d'efficacité. Ces prescriptions systématiques ont été poursuivies, ce qui est plus grave, pendant plus d'1 an, après la démonstration formelle de leur inefficacité. Nous estimons que ces prescriptions systématiques ont en outre été réalisées en dehors de toute autorisation de mise sur le marché, mais aussi en dehors de tout cadre éthique ou juridique, en s'appuyant largement sur des méthodes de surveillance et d'évaluation des patients par PCR répétées sans justification médicale. Ces pratiques ont mené à la mise à disposition récente, en préprint, des données issues de plus de 30 000 patients, constituant ainsi vraisemblablement le plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. La médiatisation sans recul critique, sous un jour favorable de ces mauvaises pratiques, a largement contribué à alimenter la défiance de certains de nos concitoyens envers la science, la recherche clinique, les autorités sanitaires et les experts en général. Dans le contexte particulièrement anxiogène de cette crise sanitaire, les propos péremptoires proclamant l'efficacité de ces traitements ont malheureusement rencontré un large succès dans le public. On ne peut que s'étonner que l'exposition de patients à un traitement incontestablement montré comme inefficace, voire à risque, hors de tout cadre éthique ou toute recommandation de bonnes pratiques professionnelles, au mépris des données scientifiques internationales, ait perduré aussi longtemps sans qu'aucun frein ni décision d'arrêt n'ait été formulée. On ne peut que s'étonner qu'aucune mesure juridique et ordinale indispensable au respect de la loi sur la protection des personnes et la crédibilité de la recherche n'ait été prise à l'encontre des auteurs des publications rapportant ces pratiques. On ne peut que s'étonner que la loi Jardé de 2012, encadrant les recherches scientifiques sur la personne, ait été aussi largement et systématiquement bafouée, sans réaction des autorités administratives, ordinales ou judiciaires, à la hauteur de la gravité de ces anomalies. Nous demandons que l'ensemble des institutions compétentes, établissements de tutelle, autorités administratives et judiciaires, haute autorité de santé, comité consultatif national d'éthique, Conseil national de l'ordre des médecins, prennent conscience des enjeux et assument leurs responsabilités compte tenu de la gravité de la situation en adoptant des positions et les mesures adaptées aux fautes commises par ceux qui se sont ainsi placés hors du champ des engagements déontologiques, de l'éthique médicale et de l'honnêteté scientifique. Il y va de la sécurité des patients et de leur confiance dans la recherche médicale. Il y va aussi de la crédibilité de la recherche médicale française sur le plan national et international. En l'absence de mesures appropriées, ce qui s'est pratiqué restera ainsi perçu par un grand nombre de nos concitoyens comme un comportement finalement acceptable,
voire souhaitable, et sèmera un doute qui ne pourra avoir qu'un effet dramatique sur la participation des patients à la recherche. Les graves manquements constatés pourraient alors devenir progressivement la norme, avec de lourdes conséquences sanitaires. L'inaction n'est plus une option, point d'exclamation. Et c'est la fin de cette tribune, signée par des représentants de 16 structures, et je vais vous donner le nom des 16 structures pour voir qui s'associe à ce texte. Et en regard, demandez-vous, interrogez-vous, qui sont les gens qui prennent parti pour Didier Raoult et l'IHU? Y a-t-il des sociétés savantes? Y a-t-il des grandes autorités médicales et sanitaires internationales ou en France qui prennent son parti? La réponse est non. Pourquoi? La réponse est claire. Donc, signataire de cette tribune, la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, donc de M. Mathieu Molimar, que nous avons reçu, la Conférence nationale des comités de protection des personnes, le Collège national des généralistes enseignants, la Société de pathologie infectieuse de langue française, la Société française de cardiologie, la Société de pneumologie de langue française, la Société française d'anesthésie et de réanimation, la Société de réanimation de langue française, la Société française de gériatrie et gérontologie, la Société nationale française de médecine interne, la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, la Société nationale française de gastro-entérologie, la Société de médecine physique et réadaptation, la Société française du cancer, le réseau français des centres d'investigation clinique et la plateforme française de réseau de recherche clinique. Ça fait du monde. Sur ce, mesdames et messieurs, si le contenu de cette vidéo vous semble important et utile, merci de le partager, merci de soutenir la chaîne et la Steak. Prenez soin de vous et attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête. À bientôt.